Salut à tous, on se retrouve pour un format un peu spécial. On va évoquer ensemble l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe. Ça sera l'objet d'un superbe reportage sur RMC. Vous en avez l'habitude, vous l'avez vu avec le documentaire sur Marcelo Bielsa ce mois de septembre. 3 fois 1 heure, c'est le nouveau format des documentaires sur RMC. Et après, donc, l'entraîneur argentin avec un gros chapitre sur l'Olympique de Marseille. Il est toujours disponible d'ailleurs en replay. On va avoir toute l'histoire européenne de l'Olympique de Marseille des années 70 avec les coupes de ville de foire jusqu'à l'histoire toute récente, jusqu'à la finale contre l'Atlético. Pour parler de cette histoire de l'OM en Coupe d'Europe, on a convoqué un des acteurs principaux, un des rôles clés dans ce documentaire, c'est Eric Dimeco qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Eric. Salut, bonsoir à tous. Eric, on t'a demandé de faire un petit top 5 des plus grands parcours de l'OM en Coupe d'Europe. Alors, on a bien dit, le critère, c'est le parcours. On ne retient pas quelle était la plus belle équipe, quels étaient les plus beaux maillots, ce qui a laissé la plus grande émotion, mais vraiment les parcours, on juge les parcours. Tu nous as donné ton top 5 et avant de démarrer, juste précision, tu n'as pas mis dans ton top 5, voilà, c'est l'exclu du top 5, la finale de 91 contre Bari. Alors on pourrait se dire c'est parce que le souvenir est trop douloureux, c'est limite par pudeur, parce que tu nous as dit, on va pas mettre toujours des trucs où il y a Eric Dimeco, donc on va place un peu aux autres. C'est tout à ton honneur. Oui, non, c'est vrai que cette année-là, c'est un mauvais souvenir pour moi, mais je pars du principe que le mauvais souvenir a entraîné le très bon 2 ans après. Donc, je suis devenu philosophe quant à ce qu'on a vécu à cette période-là. Non, moi j'ai une affection particulière pour l'équipe de 90, donc je tenais à mettre cette équipe-là dans le top 5. 93, on est obligé, donc c'était pas une top 5 d'Imeco, quoi. Donc il y a d'autres périodes qui ont été sympas aussi, et je voulais les mettre en avant. Donc voilà. Même si cette année-là, en effet, on avait sorti en quart le Grand Milan AC. Il n'y a pas de pudeur à avoir, monsieur Dimeco. Vous êtes champion d'Europe, vous êtes arrivé sur le toit de l'Europe alors que vous étiez formé dans votre club. Si ce n'est pas la plus belle histoire qu'on puisse compter dans un club, même s'il a 120 ans, je n'y comprends plus rien. Allez, on démarre avec ce top. Évidemment, vous en avez parlé, monsieur Dimeco. Je vais vous voyez. Tiens, j'aime bien ça. Ah mince, je vais avoir du mal, moi. Non, mais voilà, évidemment, il y a l'équipe de 90, il y a l'équipe de 93. On ne vous donne pas encore le classement, on va le faire progressivement. On démarre avec la numéro 5, c'est 2012. C'est le quart de finale de Ligue des Champions avec Didier Deschamps. Numéro 5, parce qu'à cette époque-là, on est dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Arriver jusqu'en quart de finale pour un club français, c'est exceptionnel. Sortir des poules avec Dortmund battu à l'aller au retour. Ouais, c'est surtout ça. Si on se base un petit peu sur le parcours, si on se souvient aussi qu'à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de clubs français qui arrivent à briller en Coupe d'Europe. Dans les années 90, c'était le cas, puisque Monaco, le PSG, même Bordeaux avant. Bordeaux, finale. C'était le football français était un football fort. La Ligue 1 était un des meilleurs championnats d'Europe. Ces dernières années, malheureusement, et cette dernière décennie surtout, on a souvent souffert. Et l'OM avait montré à ce moment-là, encore une fois, que la culture Coupe d'Europe dans ce club-là, l'expérience, la ferveur qu'il y a autour de la Coupe d'Europe pouvait faire des miracles à une équipe qui, à l'arrivée, avait pris une belle branlée en quart, ouais. Mais c'est surtout, moi, je retiens le parcours pour sortir de la poule et surtout... Le 8e contre l'Inter de Milan. Oui, avec ce but merveilleux là-bas. Enfin bon, je me souviens parce que le match aller, j'étais allé le voir au Stade Vélodrome parce que j'avais un ami de mon beau-frère qui vit en Tunisie où il y a une grosse communauté italienne qui était fan de l'Inter et à qui j'avais pris des places pour aller voir le match. J'étais allé avec lui. Il avait passé une bonne soirée finalement. Et puis le match retour avec ce but-là. Voilà, c'est en étant devant la télé. C'était un moment de fierté, un bon moment parce que ce but vient de nulle part, et puis surtout c'est l'expression du moment, j'aime pas la dire, mais on fermait des bouches à beaucoup de monde parce que on était encore là, quoi. Alors qu'à l'époque, c'est vrai que c'était une année difficile en championnat, mais c'est ça aussi la beauté de l'OM. C'est des années où c'est un peu compliqué en championnat. On arrive à sublimer sur les matchs de Coupe oui, d'Europe. On verra. Hein. Bon, là j'en ai mis 5, mais dans le reportage, on verra toute l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe et on se rend compte que ce club-là, et cette équipe-là, et les équipes qui ont
fait l'histoire de l'OM, c'est souvent sublimé en Coupe d'Europe. Voilà, ça s'explique par la passion qu'il y a ici pour ces matchs-là, et puis l'expérience aussi que le club a pris et qui se transmet malgré tout. Alors même si c'est pas transmis par les joueurs directement, quand on signe dans ce club-là, je pense qu'il y a un truc qui se passe en Coupe d'Europe. Le 4e du classement, c'était une équipe qui se comportait plutôt bien en championnat, puisqu'elle remportera aussi le titre de Ligue 1. C'est l'année donc de 90. On a lu tout ça, on va pas faire les vierges effarouchées. On a tous lu des interviews d'Éric Dimeco qui nous a toujours dit, on l'a écouté sur RMC, toujours dire la plus belle équipe pour moi dans laquelle j'ai joué, c'est celle de 90, donc avec Francescoli. Celle dans laquelle j'ai pris le plus de plaisir. On n'est pas obligé de gagner pour prendre du plaisir. Je dis toujours, l'équipe dans laquelle j'ai pris le plus de plaisir, c'est celle de 90. Donc la rappeler avec Enzo Francescoli. Encore plus parce qu'il y avait Enzo devant moi, parce que avec lui, la relance c'était facile. Oui, je me suis régalé. Il y avait Vercruz qui était au top, il y avait Jeannot Tigana qui était là, il y avait derrière, il y avait Carlos qui venait d'arriver, et surtout Karl-Heinz Foster qui était encore là. Karl-Heinz qui a été pour moi, quand je suis revenu en 88, quand je me suis reconverti derrière, ça a été plus qu'un mentor, ça a été un maître d'école, quoi. Voilà, apprendre son métier, son nouveau métier de défenseur à côté de Karl-Heinz Foster, je ne sais pas pourquoi, ça devient quand même beaucoup plus facile d'un coup. Alors même si Karl-Heinz cette année-là n'a pas beaucoup joué parce qu'il a eu de gros problèmes à la cheville, ils ont été associés quelquefois, Moser, Foster, voilà, rien que de dire ces deux noms-là en défense centrale, j'en ai les frissons parce que voilà, plus c'était des mecs fabuleux, c'était des top mondiaux à leur poste. Voilà, il y avait Manu Amoros qui venait d'arriver. L'arrivée de Manu d'ailleurs à l'OM, qui est replacé à droite, alors qu'il joue à gauche à Monaco, m'a libéré une place en équipe de France en plus à ce moment-là. Enfin, je veux dire, cette équipe-là, elle est énorme, elle a du talent, elle a voilà, et puis il y a la dramaturgie avec ce match aller contre Benfica qui reste une des références dans la qualité du jeu des matchs en Coupe d'Europe de l'OM. Et puis il y a le match retour avec la main de Vata. Pareil, grosse déception après le match, mais pour moi, c'était souffrir pour aller la gagner 3 ans après, quoi, parce qu'elle ne se donne pas comme ça, cette Coupe d'Europe. Rappelons quand même que pour atténuer les regrets, Benfica se fera massacrer par le Milan en finale. Mais quoique, l'année suivante, c'est vous qui sortez le Milan. Donc peut-être que cette demi sur Benfica, avant il y a ce match, je crois, contre Sofia, où match retour, Papin finit dans les cages. Oui, on se souvient tous l'image de la Provence avec Papin dans les Exactement, dans les c'est peut-être même le tournant de cette compétition-là, même si Jean Castaneda, quand on se souvient un petit peu de ce qui se passe sur la demi contre Benfica, bon, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais on peut rien lui reprocher. Gaëtan se pète le tibia péroné, si je me souviens bien. Du coup, on est obligé de composer sur la fin de match contre Sofia. Donc Jean-Pierre, qui est souvent aimé se mettre dans les buts à l'entraînement, il avait déjà fait sur un match contre Paris, si je me souviens bien, 1 ou 2 ans avant, en championnat. On regardera, mais il me semble. Ouais, il n'y avait pas de gardien remplaçant, donc c'est un autre football. Et Jean-Pierre est fini dans les buts. Ouais. Le 3e parcours européen retenu par Éric Dimeco, c'est la finale de Coupe UEFA contre Parme en 1999, avec les fameux maillots dorés, l'épopée Roland Courbis. Ouais, parce que quand on regarde la composition de cette équipe-là, il y a une sacrée équipe quand même sur le terrain. Il y a pas mal de champions. Pires, il y a pas mal de champions du monde. Ravanelli, Florian Maurice qui était... Oui. Puis le parcours était sympathique. Et puis j'ai surtout souvenir de la demi-finale avec tous les suspendus là-bas, avec la bagarre avec la police italienne. À Bologne, avec, je crois que c'est Patrick Blondeau qui met un coup de tête à un CRS qui est casqué. Oui. Ça rentre dans la légende. Oui, non, mais voilà, pour moi, c'est vraiment la génération de garçons avec qui j'ai joué, puisque Patrick, j'ai joué avec lui à Monaco, que ce soit Lolo, Dugas, j'ai joué avec eux en équipe de France. Bon, voilà, c'était frais pour moi, je venais juste de m'arrêter. C'était des potes qui jouaient, et donc j'avais regardé cette campagne-là avec Roland en plus, qui est un personnage tellement truculent du milieu du football. Moi, j'ai failli, quand j'étais à Monaco, il voulait me faire venir à Bordeaux avec lui. C'est un de mes regrets dans ma carrière de ne pas avoir été entraîné par Roland. Voilà, parce que tous les mecs qui sont passés entre ses mains me racontent des histoires de causeries d'avant-match. Voilà, c'était un football
C'était un football particulier et une ambiance particulière. Et puis l'OM fait encore une finale, quoi. Je crois que sur ces années-là, fin des années 90, il y a déjà pas mal de joueurs qui sont partis à l'étranger à partir de 96. Donc le football français commence à s'affaiblir petit à petit, on va dire. Et l'OM est encore là, quoi. Voilà, c'est une finale. Hein, et c'est vrai que, parce que quand on regarde ce parcours, si quelqu'un regarde sur Wikipédia le parcours de l'OM aujourd'hui, une personne de la jeune génération, on va se dire, ouais, ils ont sorti le Celta Vigo. Le Celta Vigo, c'est une équipe pas terrible, sauf qu'à l'époque, le Celta Vigo, c'était l'équivalent, on va dire, du FC Séville, parce Exactement. que c'était voilà, la grosse cote en Espagne. Bologne en Italie, la Serie A était l'équivalent de la première ligne. Donc Bologne, c'était on va dire Tottenham. Il y avait Beppe Signori, il y avait c'était une équipe habituée au tableau. Donc voilà, c'était quand même arrivé jusqu'en finale, c'était pas rien. Et puis tu étais au club à ce moment-là. Tu étais recruteur. Oui, j'étais là sans être là, quoi. Je supervisais des matchs, j'étais pas dans l'entourage proche de l'équipe. Mais j'étais revenu au club depuis peu, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs la saison d'après où on m'a propulsé manager sportif de l'OM. Un poste peut-être un peu compliqué pour l'expérience que j'avais. Et ouais, j'ai pris des coups à ce moment-là. Ouais. On en reparlera peut-être. C'est vrai que là, on s'écarte. C'est une autre histoire. Voilà, on s'écarte des parcours européens de l'OM. Le numéro 2 de ton top 5, c'est la finale de 2004 contre Valence. J'ai envie de dire l'équipe de Didier Drogba. Parce qu'il faut le rappeler, Drogba, sur cette période-là, donc parcours au début en Ligue des Champions, l'OM finit 3e derrière le Real Madrid et Porto. Il y avait déjà un gros groupe et l'OM avait fait plutôt bonne figure. Et le fait d'être reversé en UEFA, ça leur a permis de faire cette campagne derrière. Ce que les clubs français devraient s'atteler à faire aujourd'hui d'ailleurs. Je crois que c'est en UEFA qu'on a un peu plus de chances d'aller loin. L'OM l'a montré il y a 2 ans. Parce que le parcours, c'est vrai qu'on parlait du parcours, ce parcours-là, donc reversé en UEFA, il y a Dniepopetrovsk d'abord, mais surtout après Liverpool, Inter Milan, Newcastle pour arriver jusqu'à la finale. Oui. Ça, c'est un parcours, Exactement. Là, il y a du lourd de l'époque et encore aujourd'hui, quoi. Voilà, même si Newcastle vient de revenir depuis peu en Première Ligue et n'est plus l'équipe qu'elle était à l'époque, c'était du lourd. Et puis surtout, c'est l'année de Didier Drogba qui a laissé une marque indélébile alors qu'il a passé qu'un an à l'OM. 11 buts sur sa campagne, juste sa campagne européenne. Exactement. Voilà, moi j'ai souvenir de son but, c'est contre Newcastle quand il fait son petit dribble derrière la jambe d'appui, voilà, qui tourne toujours en boucle, qu'on verra sûrement dans le reportage, je pense. Je ne l'ai pas vu. Il y a des chances, le fameux reportage, j'y ai peu participé, mais je ne l'ai pas vu. Il y a des grandes chances qu'on le voit parce que oui, cette année-là, elle est... pareil, ça a toujours été une fierté de voir que l'OM, puisque bon, on est le club qui a fait le plus de finales en France, et loin devant les autres finalement. J'ai regardé sur les 30 dernières années, si on prend toutes les finales de Coupe d'Europe, il n'y a qu'un seul club hors le top 4 européen, hors les 4 plus gros championnats, qui a fait 5 finales de Coupe d'Europe, c'est l'OM. Voilà. Ben oui, non, mais c'est pas le hasard et chaque fois ces campagnes-là ont donné tellement de plaisir. Oui, moi j'étais sur Marseille, tous mes potes sont fans de l'OM et la ville prend feu quand arrive le mois de février, qui a les premiers matchs à élimination directe. Les matchs de poule, et on peut le rappeler sur cette campagne-là, c'est sympa, mais c'est quand arrivent les matchs à élimination directe que la ville prend feu. Il y a 2 ans, quand il y a cette fameuse finale du UEFA, on se souvient encore de ce qui s'est passé au stade Vélodrome avant la finale, parce que la ville a pris complètement feu. Ouais. C'était aussi un parcours, c'est vrai, qui dès l'écart avait une toute autre saveur. Premier de ce classement, évidemment. Oui, j'ai été obligé. Alors, obligé, on n'est pas forcé. Non, mais après, c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. Pour moi, c'est difficile. Même 93, évidemment. Oui, 93. Même si, je l'ai dit, j'ai préféré jouer dans l'équipe de 90 pour le plaisir du jeu. Si demain je dois partir à la guerre, je pars avec celle de 93, quoi. Voilà. Si demain on me dit tu reviens aujourd'hui et tu dois jouer le championnat contre nos amis parisiens aujourd'hui, je prends celle de 93, quoi. Alors sur le parcours, parce que nos amis supporters du Paris Saint-Germain aiment souvent rappeler que c'était facile. Rappelons qu'il y a ces 2 tours
préliminaire de passer avant d'arriver à la phase de poule. Donc l'OM s'en sort, mais des équipes prestigieuses, Barcelone, Leeds, tombent. Si Barcelone et Leeds passent ce tour-là, ils se retrouvent dans la poule de l'Olympique de Marseille. C'est les équipes qui les éliminent, les Glasgow Rangers, je crois, et le CSKA qui se retrouvent dans votre poule. C'est une formule coupe-gorge finalement. C'est vrai que quand on se fait chambrer sur le parcours, mais il se trouve que sur ce parcours-là, il y en a qui ont laissé des plumes et des équipes aussi fortes que l'OM à ce moment-là. Alors c'est vrai que c'était les débuts de la Ligue des Champions. L'UEFA cherchait cherchait une formule où on fait plus de matchs, où on rend la compétition peut-être un petit peu plus longue, un petit peu plus intéressante. Je ne suis pas sûr que cette année-là, c'était pour nous, oui, mais je ne suis pas sûr que pour le fan de foot européen, ça a été plus intéressant. D'ailleurs, elle change l'année d'après, si je me souviens bien, la formule, et elle rechangera encore pour arriver à la formule d'aujourd'hui. Donc, preuve que l'UEFA a pas mal bégayé pour arriver à trouver la formule idéale, au point de faire entrer pas que les champions après, plus tard, voilà, pour justement arriver à cette super Ligue des Champions. Mais vous avez la finale, et ça, c'est quand même... Voilà, mais c'est ça. C'est ça, c'est ne jamais oublier qu'à cette période-là, le Milan AC, c'est le Real des dernières années, ou le Barça avant, période Iniesta, Xavi, Messi. Enfin voilà, c'est l'équipe qui fait peur à tout le monde et qui règne sur l'Europe, qui révolutionne même le jeu à ce moment-là, et sur laquelle même nous, quand Bernard Tapie arrive, on ne se cache même pas que c'est l'objectif à atteindre de les battre, et surtout on s'inspire d'eux pour les battre, c'est-à-dire pressing tout terrain, jouer haut, jouer le hors-jeu. D'ailleurs la finale contre Munich est pas particulièrement belle parce que très tactique, très physique, beaucoup de hors-jeu, beaucoup de... Voilà. Mais on rappelle que tu finis sur cette finale, tu finis même en défense centrale, pour prendre au marquage individuel un attaquant d'en face que tu connaissais bien, je crois, qui avait évolué quelques années avec toi. Un peu, ouais. Mais justement, voilà, c'est ce qui a manqué peut-être à Paris là, qui a perdu contre le Bayern Munich, c'est qu'en face c'était vraiment l'armada offensive. Et alors la curiosité, c'est que l'OM a fait 5 finales. On en parle souvent de ces 5 finales de Coupe d'Europe, mais n'a marqué qu'un seul but. C'est celui de Basile. Ouais. Mais c'est sûr que pour revenir à la campagne cette année-là, elle est pas plus facile que la campagne cette année du PSG, par exemple, avec cette formule qui a évolué à cause du Covid et qui leur permet sur un quart de finale et une demi-finale de tomber sur des équipes, on va dire, qui ne sont pas des prétendantes au titre, voilà. Et eux aussi, sur une finale contre l'équipe qui est soi-disant la plus forte de l'année, ils l'ont pas fait. Parce que justement, quand je parle de cette équipe de 93 pour aller à la guerre, c'est que ce soir-là, on a fait mal au Milan AC, quoi. Voilà. On a fait mal au Milan AC, comme on a fait mal à Paris 3 jours après, parce que... Au propre comme au figuré, hein, je pense que si Marco Van Basten nous regarde... Oui, parce que je crois qu'il ne joue plus derrière ce match-là, c'est ça, hein, il arrête sa carrière sur ce match-là. Anecdote, il avait croisé un jour Christophe Champy, qui travaille avec nous et qu'on salue, et il avait croisé sur une plage de la Côte d'Azur, et il lui avait dit, tu vois, ça c'est Basile Boli. Voilà. Ouais. Mais oui, parce que j'ai souvenir d'un tacle en début de match. Non, mais en plus, on savait qu'il était pas bien, puisqu'il jouait sous infiltration, il s'était fait opérer plusieurs fois, il galérait cette année-là, et le Milan le met en pointe en finale, parce que c'est la star de ces années-là, Marco Van Basten, 3 ballons d'or, il est énorme. Oui, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est Cristiano Ronaldo, donc on ne peut pas s'en passer sur une finale. Et... Alors c'est terrible de dire ça aujourd'hui, alors c'est un autre football, puis c'est pas beau de dire ça, mais d'abord Van Basten nous faisait peur. Personne ne nous faisait peur, mais on savait que c'était un danger pour nous, je veux dire peur dans le jeu, voilà. Et donc, donc d'entrée, on lui a montré que ça allait être dur pour lui ce soir-là, et j'ai souvenir d'un tacle en première mi-temps sur lui, ouais. Bon, on vous en dit pas plus, on ne veut pas dénaturer toute l'histoire européenne de l'OM. Ça sera sur ce doc d'RMC Sport, la première diffusion, le premier épisode, ça sera lundi 12 octobre. Et puis, les 3 épisodes seront disponibles en replay. On en a l'habitude, on consomme ça un peu comme on en a envie. Vous y avez participé, non ? Effectivement, peut-être on va regarder ça avec attention. On s'y retrouvera dedans. Merci de nous avoir suivis et donc bon visionnage de ce superbe doc sur l'histoire de l'OM. Salut à tous.